Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Achilly. Avec nos deux invités ce matin en studio. Bonjour messieurs. Bonjour. Antoine Oberdorf, vous êtes journaliste politique à l'Opinion. Vous êtes très actif d'ailleurs. Vous sortez pas mal d'infos exclusives pour l'Opinion. Ils ont de la chance de vous avoir. Et avec vous, Philippe Moreau-Chevrolet. Bonjour Jean-François. Vous êtes consultant en communication politique. En fait, vous avez beaucoup d'activités. Le public vous connaît bien également depuis de longues années. Vous êtes un observateur de la vie politique, la vie publique, tous les deux. Je voudrais vous questionner directement sur ce qui se passe en ce moment même. Et je commence par vous, Antoine Oberdorf. Avec Bruno Retailleau qui donc 2 heures après la nomination du gouvernement, l'annonce faite sur le perron de l'Élysée hier soir par le secrétaire général, publie ce message sur X et convoque ce matin ses troupes, peut-être pour claquer la porte, Antoine. Oui, absolument. Scénario impensable et inédit sous la Ve République auquel on a assisté hier soir, 21h22, d'un tweet, vous l'avez dit Jean-François. Bruno Retailleau fait imploser de l'intérieur ce gouvernement, considérant que les gages de rupture que lui avait promis Sébastien Lecornu n'étaient pas au rendez-vous, que la liste de noms qu'avait prononcé le secrétaire général de l'Élysée sur le perron de l'Élysée n'était pas conforme à ce qui lui avait été vendu. Alors, on n'aura jamais, en tout cas, on l'aura un jour, on l'espère, mais pour le moment, on n'a pas le fin mot sur le fait de savoir s'il y a eu tromperie sur la marchandise de la part de Sébastien Lecornu, et si donc c'est fort de cette tromperie que Bruno Retailleau a considéré qu'il était temps de rompre. Donc ça veut dire j'en ai 3 sur 18, c'est pas assez. Absolument. 4 ministres LR exactement sur 18, oui. Effectivement. 3 autres. Il peut considérer qu'il a été de ce point de vue-là mal payé, puisque la droite que l'on sait rengaillardi prétendait au tiers des portefeuilles et des marocains ministériels. Mais le plus probable à ce stade, c'est qu'en réalité, Bruno Retailleau ait été complètement débordé par sa base militante, par ses cadres, par les militants de base qui ne pouvaient pas concevoir qu'il passe plus de temps au gouvernement avec ce qu'incarne à leurs yeux tout l'échec du macronisme, tout le macronisme finissant, à commencer par un ancien LR, ou plus exactement un ancien de l'UMP, Bruno Le Maire, que les LR, et pas que les LR d'ailleurs, surnomment l'homme aux 1000 milliards d'euros de dette. Ça a été, semble-t-il, la goutte de trop, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase des LR et qui les a décidés, peut-être dans les heures qui viennent, à rompre. Alors rompre, ok, mais Philippe Moreau-Chevrolet, vous aurez la parole tous les deux, prenez-la. D'abord, petit message au passage, la vérité en face, vous savez le principe, c'est 0826 300 300, vous appelez, vous intervenez, vous interpellez nos invités. Philippe Moreau-Chevrolet, Sébastien Lecornu, il peut tenir là, il peut même accepter de recomposer, d'aller prononcer un discours de politique générale, ou est-ce qu'il doit plier bagages lui à son tour, parce que si tout ça vole en éclats en réalité. Mais ce qu'il y a de très paradoxal, c'est qu'on est passé d'une séquence où on nous a expliqué qu'il fallait négocier avec le Parti socialiste. Ça fait quand même des semaines qu'on nous explique ça. Ça fait des semaines qu'on a un débat sur la taxe Zuckman, qui par ailleurs est soutenue par plus de 80% de la population. Dans toutes les sphères, c'est-à-dire aussi bien au Rassemblement national que chez LFI, c'est très étonnant, c'est un phénomène. Donc on parle de justice fiscale, on fait tout un discours du côté de Sébastien Lecornu dans cette direction. Au final, on arrive avec le même gouvernement à quelques détails près. Et là, on voit que c'est la droite qui s'en va, alors qu'un boulevard lui était offert, ce qui est quand même très paradoxal. Effectivement, je pense que Bruno Le Maire, c'est un peu une perfidie du président de la République, parce que tout ça, Jean-François, c'est guidé largement par l'Élysée. En fait, il a 2 négociations, Lecornu. L'Élysée et le Parlement, un peu comme Joséphine Baker. Et du coup, il doit composer avec les deux, c'est pas évident. Et l'Élysée a fait une petite perfidie à Retailleau en mettant Le Maire. Pourquoi ? Parce que pour 2027, Retailleau, en gros, à un boulevard, mais ce qu'aime bien faire Emmanuel Macron, c'est mettre des anticorps à ce type d'ambition. Il l'a fait avec Darmanin, il a poussé Attal, il fait ça régulièrement. Ils sentent l'entourloupe, les LR. Et naturellement, Sébastien Lecornu ne pouvait pas s'y opposer, parce que peut-être que ceux qui nous écoutent l'ignorent, mais Bruno Le Maire est éminemment proche de Sébastien Lecornu. C'est même
son mentor. Ils ont en partage le Cornu a été le conseiller de Le Maire. Absolument. Et ils sont tous les deux au gouvernement. Alors, Antoine Oberdorf, pour rebondir, oui, ils sont intimement liés, leur destin politique est lié, c'est le mentor de Le Cornu. Mais pour bien comprendre et rebondir, ce que dit qui est très intéressant, ce que vous dites tous les deux est très intéressant, Philippe Moreau-Chevrolet, Emmanuel Macron place donc le maire et il envoie des messages. Mais dites-moi, Antoine Oberdorf, très concrètement, un Sébastien Lecornu qui perdrait ou qui perd son ministre de l'Intérieur, qui claque la porte, qui est censé prononcer ce DPG, discours de politique générale, demain devant... c'est fini. Mais qu'est-ce qu'il peut faire à part démissionner? Parce qu'il est complètement, si vous voulez... il est pris dans la nasse. Il est objectivement pris dans la nasse. Il y a un doute sur le fait que Sébastien Lecornu puisse demain prononcer ce discours de politique générale. Vous voulez dire qu'il peut démissionner aujourd'hui? Tout est possible. Là, on a basculé dans l'irrationnel. Tout est inédit de toute manière dans ce que nous vivons. C'est une démission de Bruno Retailleau est plus que jamais sur la table. Une démission dans la foulée d'un Sébastien Lecornu fragilisé aussi. Enfin, tout est envisageable. Ce qui est absolument ahurissant, c'est que Sébastien Lecornu avait pris 26 jours pour constituer ce gouvernement, pour soigner ses équilibres, pour ne contrarier personne au sein de ce socle commun qui, alliant Renaissance et LR, est particulièrement précaire. Au bout de 26 jours, on se dit, tout ça pour ça. Et en réalité, Sébastien Lecornu est dans un goulot d'étranglement où il n'a plus devant lui que des mauvaises solutions. Imaginez même qu'il cède tout à Bruno Retailleau. Imaginons un instant. Il lui cède tout, il fait rentrer les proches de Bruno Retailleau, François-Xavier Bellamy, Othman Nasrou. Mais ce serait l'aveu d'une impuissance totale de la part du Premier ministre. Il a déjà confessé qu'il était le plus fragile de la Ve République. Mais là, c'est finir de se saborder. Donc ça signifie, Philippe Moreau-Chevrolet, parce que ça fait des années, messieurs, que vous observez la vie politique, et Philippe, on a fait des émissions par le passé là-dessus. Là, c'est quand même un scénario totalement inédit. Un Premier ministre, et je poursuis ce que dit Antoine Oberdorf, Philippe Moreau-Chevrolet, là, il est, quelle que soit l'issue de ce matin, il est coincé. Sébastien Lecornu, soit le Retailleau reste, et ça veut dire qu'effectivement il est obligé d'étendre la voilure LR, donc il se renie. Parce qu'il y a un contenu derrière. Quand vous évoquez l'attaque Zucman, en réalité, les Français veulent plus de justice fiscale. Ça s'appelle Zucman, mais bon, c'est la justice fiscale généralement. Oui, même chez LR, c'est plus de 70% chez LR, 92% chez Renaissance. Mais là, il ne peut pas rester, quel que soit le scénario, monsieur Lecornu. Il peut difficilement rester. De toute façon, j'ai envie de dire, ce sera très darwiniste. L'Assemblée nationale va voter la censure et ce sera terminé. L'enjeu principal du gouvernement et de l'Élysée, c'est de faire passer un budget. Je pense qu'Antoine Oberdorf sera d'accord là-dessus. Le budget, c'est quelque chose qui a été bouclé durant l'été. Donc le budget est prêt en réalité. Donc on va négocier à la marge si négociation il y a. Et il doit être déposé avant le 15 octobre. Ça peut durer un peu plus longtemps, mais si on dépasse cette date, on entre dans ce qu'on appelle une loi spéciale. Et si on est en loi spéciale, ça veut dire que en gros, on va exploser le budget, on va exploser le déficit. Donc l'Élysée a ce but-là en tête. Et là où on tombe de haut quand même, c'est que Sébastien Lecornu pensait avoir trouvé la martingale avec le renoncement au 49.3. Parce que là, on l'oublie, il y a une accélération folle des événements, mais il y a 48 heures, sur le perron de Matignon, on avait un Sébastien Lecornu très content de lui-même qui pensait avoir trouvé la bonne idée par le renoncement au 49.3, qui nous disait vouloir se mettre sous la tutelle du Parlement et que les équilibres seraient trouvés entre le Palais Bourbon et le Palais Luxembourg. Dirait chic, alors on va pouvoir discuter, on est chez nous. Non, parce qu'ils ont tout de suite flairé l'arnaque, les parlementaires, les socialistes au premier chef, qui ont été très en avant sur cette revendication de renoncement au 49.3, et puis à la seconde où Sébastien Lecornu leur a accordé, ils se sont dit ah non, mais on avait peut-être pas bien saisi en réalité les implications de cette affaire. Parce que ça veut dire quoi un renoncement au 49.3 ? Ça veut dire tout un examen budgétaire où, alors là, la gauche du nouveau Front Populaire se serait fait plaisir. À défaut de pouvoir créer des dépenses, ils auraient créé des recettes fiscales. Et puis à la fin, vous avez un budget Frankenstein qui n'est absolument pas en mesure de passer, qui est retricoté, détricoté, retricoté en commission mixte paritaire en toute fin de course et qui ne passe pas. Résultat, vous laissez courir des délais constitutionnels et tout le monde le sait, chacun l'a à l'esprit. Passé 70 jours, la France bascule dans une période par ordonnance, avec un budget par ordonnance. Allez, nous sommes avec vous, Gilles. Bonjour Gilles.
Oui, bonjour. Vous êtes à Bédarieux, c'est dans l'Hérault. L'Hérault. Ouais, j'ai gagné. Tout à fait. Oui, Gilles, vous entendez nos invités, Philippe Moreau-Chevrolet, Antoine Oberdorf et votre serviteur. Qu'est-ce que vous dites ce matin, Gilles? Nous sommes dans une situation qui frise le chaos, là. Bah, on dirait plutôt une vieille série dont on change juste le générique. 3 ministres qui bougent, les autres qui restent. On ramène celui qui est responsable de la dette. Et Macron voudrait nous vendre ça comme un tournant. C'est pas un tournant, c'est un rond-point. Un rond-point, c'est génial. C'est génial. Vous avez raison. Mais non, mais à force de vouloir gouverner seul, Macron, il s'est enfermé tout seul. Il a épuisé ses alliés, il a braqué le Parlement et il a vidé la politique de toute confiance. Tout le monde en a ras-le-bol. Moi, j'étais avec ma famille hier soir. On suit la vie politique depuis toujours. Et c'est la première fois qu'on n'en avait rien à cirer d'entendre le nouveau gouvernement. On n'a même pas écouté. Extraordinaire. On l'attendait plus. Oui. On l'attendait plus. C'était un non-événement pour vous. Oui. Ah mais complètement. Ouais, la crise continue. Le président reste le seul responsable. Il croyait éviter la tempête en changeant rien. Il a prolongé l'orage. Voilà. Gilles, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Gilles? Moi, je suis enseignant. Vous êtes enseignant. Donc pour vous, hier soir, zéro tension sur tiens, il y a un nouveau gouvernement qui arrive, quoi. Ah mais non, mais c'est le sentiment dans mon foyer, mais c'est le sentiment parmi mes collègues aussi. Il y a une lassitude générale de tout ça. Qui fondamentalement est inquiétante parce que quand on va retourner aux urnes et irrémédiablement on va y retourner, je sais pas quel populisme va gagner, mais il y en aura un qui gagnera. Et Gilles, pour aller un cran, question d'Antoine Oberdorf. Gilles, pour aller un cran plus loin, vous parlez au fond d'une forme d'insignifiance du politique, un théâtre d'ombre qui dorénavant vous laisse franchement assez froid. Il y a un député du MoDem, Richard Ramos, qui s'inquiétait du fait que les politiques avaient fait non seulement la démonstration de leur inutilité, mais qu'ils étaient peut-être devenus toxiques aux yeux des Français. Est-ce que vous en êtes à ce point-là? Ah non, je dirais pas qu'ils sont toxiques, mais par contre, ils valident la parole politique de celui qui le dégomme en permanence, Jean-Luc Mélenchon, qui veut une 6e République. Enfin, je veux dire, la 5e République, elle est morte, là, elle est enterrée. Oui. Enfin, je veux dire, Macron est en train de prouver à tout le monde qu'on peut fonctionner 3 semaines, 2 mois, 3 mois sans gouvernement. Alors Gilles, on vient en direct avec vous, c'est une dépêche AFP qui tombe à l'instant. Sébastien Lecornu a remis sa démission à Emmanuel Macron, qui l'a accepté. Ah ben voilà. Alors voilà, attendez, voilà, c'est ce que je vous disais à l'instant, et pardonnez-moi, j'avais quelques infos aussi qui me venaient sur un canal personnel et restreint de la présence de Monsieur Lecornu donc à l'Élysée pour remettre sa démission, mais ce n'était pas avéré. Donc merci Antoine, vous nous le précisez grâce à l'agence France Presse. Un mot, je vous ai, Gilles. Voilà, Gilles, ça rejoint ce que vous disiez à l'instant. Nous sommes repartis pour un tour. Allez, merci à vous. Merci Gilles, merci. Depuis Bédarieux, dans l'Hérault, démission donc de Sébastien Lecornu. Il l'a présenté. C'est quand même historique, on n'a jamais vu ça. Jamais. Oui, jamais vu Philippe Moreau-Chevrolet. Allez, vous restez avec nous. Dans un instant, nous reprenons ce fil avec le départ de Sébastien Lecornu, qui n'est plus Premier ministre de la France. Ça y est, c'est fini. Il a même devancé la déclaration de Bruno Retailleau. C'est terminé. Nous repartons 2-0, c'est du jamais vu dans l'histoire de la 5e République. À tout de suite, à 9h43 pour la suite de La Vérité en face sur Sud Radio. Le grand matin Sud Radio, La Vérité en face. Jean-François Aquili. Il est 9h47, la France entière est en édition spéciale. Vous me passez l'expression, Philippe Moreau-Chevrolet, Antoine Oberdorf. Je vous résume la situation. Nous l'évoquions avant l'annonce officielle que vous avez pu donner, Antoine Oberdorf, via l'agence France Presse. Nous évoquions l'inéluctable ce matin démission d'un Sébastien Lecornu à l'Élysée après l'annonce, le clash de Bruno Retailleau. Emmanuel Macron accepte donc la démission de Sébastien Lecornu, et c'est Jordan Bardella, le numéro 1, le président du Rassemblement national, qui demande une dissolution. Et oui, Philippe Moreau-Chevrolet, le Rassemblement national n'aurait pas intérêt à rejoindre Matignon comme une option que pourrait mettre sur la table un Emmanuel Macron, parce que eh bien le RN aurait besoin de nouvelles élections pour renforcer son assise, sa présence dans les
travées de l'Assemblée nationale. Mais tout d'abord, votre regard sur cette séquence, sans anticiper trop vite, parce qu'on a le temps de le faire encore quelques minutes, mais Philippe Moreau-Chevrolet, mais c'est gigantesque ce qui se passe ce matin. Ce qui se passe, en fait, on assiste à un conflit, une forme de guerre absolument inédite entre un président de la République et un Parlement. Et au fond, c'est ça qu'on voit en ce moment. Et depuis à trois reprises, Emmanuel Macron a essayé de passer en force avec la même méthode, un budget ficelé déjà prêt qu'on va essayer de faire avaler à un Parlement réticent. Pour différentes raisons. Le RN n'a pas les mêmes raisons que LR, ni que le Parti socialiste ou LFI, évidemment. Donc tout ça, c'est le résultat de ce bras de fer. Le président ne veut rien lâcher. Il multiplie les provocations, donc il va prendre des proches comme Sébastien Lecornu. Dans le gouvernement qui a été annoncé hier soir et qui donc a duré 8 heures, Jean-François, 7 heures. Oui. Il y avait essentiellement des reconduits, donc rien de changé, aucune ouverture à gauche. Les quelques rares ministres, comme Éric Lombard, qui pouvaient composer avec le Parti socialiste, on les dégage et on se retrouve avec une situation où, par ailleurs, c'est la droite qui part. C'est absolument dingue. C'est la droite républicaine qui s'en va. Antoine Oberdorf, que va-t-il se passer? Sortons notre machine à raisonner, parce que Jordan Bardella, à peine Emmanuel Macron a dissous de l'Assemblée nationale, le président peut-il faire autre chose? Peut-il ne pas dissoudre, et qu'est-ce qu'il ferait à la place? Non, il n'y a pas d'autre option. Effectivement, il va y avoir une accélération folle des événements, encore. Une nouvelle pièce est mise dans la machine par la démission de Sébastien Lecornu. Le plus probable dans le déroulé d'événements, pour que tous ceux qui nous écoutent l'aient bien à l'esprit, il est probable que le président de la République, ne souhaitant pas, comme le disait Philippe Moreau-Chevrolet, infléchir sa politique sur la gauche, se tourne vers le Rassemblement national de manière totalement factice, propose à Jordan Bardella de prendre Matignon, lequel déclinera pour la simple et bonne raison qu'il n'a pas de majorité absolue et ne dispose que de 140 députés environ à l'Assemblée nationale. Et donc, prenant prétexte de ce refus, le président de la République pourrait à ce moment-là, effectivement, prononcer une nouvelle dissolution après celle du 9 juin 2024. Nouvelle dissolution, mais attendez, ça veut dire quoi? Alors voilà, justement, est-ce que cette élection peut s'organiser? Je vous rappelle qu'il y en a une autre qui attend au parking, c'est celle des municipales derrière. Ouais. Et est-ce que c'est techniquement, vous qui bossez là-dessus, est-ce que c'est techniquement possible? Peut-être qu'on me signale un appel d'Hervé, mais si Hervé est en ligne depuis Pau, on le prendra dans un instant. Juste répondre à cette question. C'est totalement Est-ce que c'est possible? Je ne dis pas que c'est souhaitable pour le pays, ni pour les institutions de la Ve République qui vont sortir nécessairement ébranlés de cette nouvelle séquence, de ce nouveau bazar. Mais effectivement, c'est possible. Ça fait maintenant des semaines que le spectre de la dissolution plane au-dessus des têtes des parlementaires à l'Assemblée nationale. J'ai des députés qui m'envoient des affiches qui sont déjà prêtes chez l'imprimeur, qui sont déjà toutes fraîches sorties des rotatives. Voilà, tout le monde se préparait, et je peux vous assurer que ces temps-ci, quand il y avait des événements politiques, des matinales radio, vous avez d'ailleurs dû en faire l'expérience, les députés étaient très prudents parce que ils voulaient passer le maximum de temps en circonscription à ratisser leur territoire. Philippe Moreau-Chevrolet, imaginons demain une dissolution, de nouvelles élections législatives, le jour sans fin, l'expression devient galvaudée. C'est un raz-de-marée du RN qui arrive. C'est un raz-de-marée parce qu'il n'y aura plus de front républicain ou je ne sais quoi, ou contre d'arc républicain, je ne sais quelle expression. Ça va être un raz-de-marée RN. Alors on a souvent prédit le raz-de-marée RN, on a souvent été confronté à une réalité qui est quand même que le pays n'est pas complètement prêt à confier les clés du camion au Rassemblement national. Donc, et puis par ailleurs, Jordan Bardella n'a pas fait de très bonne campagne. C'est pas un très bon campaigner, Jordan Bardella. Donc ça fait quand même deux raisons qui font qu'on peut temporiser ça. Par contre, il y aura probablement une poussée RN, peut-être un déclin des LFI. On a vu dans les sondages LFI descendre. Au profit de Raphaël Glucksmann, par exemple. On peut aussi avoir une recomposition à gauche, sur la gauche modérée, d'ailleurs qui table là-dessus assez ouvertement, parce que la période va plutôt être à essayer de trouver une solution modérée à un problème gravissime. Vous savez, si le RN passe, Jean-François, si on a Jordan Bardella, par exemple Premier ministre, on a quelqu'un de totalement inexpérimenté, aux commandes d'une des principales économies du monde à une période de turbulence budgétaire, et en plus il est pro-russe. Ce qui pour le gouvernement, enfin en tout cas pour l'Élysée, est une très très mauvaise nouvelle. C'est la raison pour laquelle il faut bien mesurer que tous ceux qui aujourd'hui vous disent
qu'il est possible de dépasser la tripolarisation du spectre politique dans laquelle le pays est englué. Tous ceux qui vous promettent un déblocage des institutions par le retour aux urnes font en réalité un pari sous-jacent qui est celui de l'union des droites. Car en réalité, l'union des droites, si on raisonne à mode de scrutin constant, est la seule manière pour le Rassemblement national d'arriver à la barre fatidique des 289 députés, c'est-à-dire celle de la majorité absolue à l'Assemblée. L'union des droites, pour bien comprendre, Antoine Oberdorf, c'est pas de la cuisine politique, hein, ça raconte ce à quoi le pays pourrait ressembler et quelles seraient les décisions qui seraient prises, qui impacteront notre vie quotidienne, hein, les choix économiques, les choix sociaux. L'union des droites, ça va de Monsieur Bardella, et si on se glisse, les Républicains, jusqu'aux centristes. Oui, jusqu'à quelques centristes en tout cas ça fait du monde qui penchent à droite, ça fait du monde et en réalité... Y compris chez les élus locaux, les maires. Absolument. Et ce produit-là, par une accélération des événements, en une prophétie qu'avait déjà mis sur la table Laurent Wauquiez, qui, souvenez-vous, a parlé récemment, Laurent Wauquiez, d'une alliance qui inclurait la zémouriste Sarah Knafo. Donc, ce projet de fusion idéologique est déjà à un stade avancé. Moi, je ne crois pas un seul instant que ce soit un acte de folie ou un geste irrationnel de la part de Bruno Retailleau. Le Vendéen est un animal à sang-froid. Il n'est pas devenu punk, Bruno Retailleau, jusqu'à preuve du contraire. Donc, il a prémédité cet acte, ou en tout cas, quand il a pris cette décision, il sait inéluctablement à quoi ça le mène. Et moi, je me souviens d'une chose, c'est que quand Bruno Retailleau fait sa rentrée cette année à Port-Marly, que dit-il? Il cite Laurent Fabius et il dit la différence entre la droite et l'extrême droite, c'est une pensée. Et c'est la différence entre une pensée et une arrière-pensée. Ça en dit long sur l'état d'avancement du projet de fusion qu'il pourrait y avoir au conditionnel, bien sûr, entre droite et extrême droite, sans compter que vous avez 50 députés LR qui ont le trouillomètre à zéro et qui vont être obligés, s'ils veulent maintenir leur siège, je dis bien obligés, de passer des accords à minima en sous-main avec le RN pour ne pas avoir de candidat lepéniste face à eux. Philippe Moreau-Chevrolet. Là-dessus, vous dites quoi, vous c'est possible. Après, la question, c'est pas la fusion théorique des droites, c'est en pratique qui va être le chef. Et ça, c'est quand même le plus gros sujet. Bruno Retailleau, si on admet ce principe selon lequel la fusion des droites est possible, ce qui est un fantasme qui a été développé au départ par Reconquête, mais qui devient progressivement une réalité. Il y a très longtemps, voilà. Et donc, la question, c'est, qui serait le chef d'une situation comme celle-ci? Parce que Retailleau, il agit aussi comme ça, parce qu'il est candidat pour 2027. Il est dans une démarche présidentielle. Il a bien senti que Macron jouait contre lui aussi, donc il n'est pas idiot. Et ce que ça montre surtout, c'est que Retailleau est capable de faire sauter un gouvernement, ce qui est une étape supplémentaire dans sa conquête du pouvoir personnel, ce qui, quand on y réfléchit, est incroyable. Il a eu un parcours météoritique. Il y a d'autres candidats à droite. Il y a Édouard Philippe, dont on se demande ce qu'il pense et qui se volatilise de plus en plus, c'est-à-dire qu'il devient éthéré, gazeux, Édouard Philippe, alors qu'à droite, il y aurait sans doute besoin qu'il parle plus. Il a refusé le ministère des Armées. Oui, mais il refuse de parler, surtout. Il s'exprime pas, ce qui est très étonnant. Il est temps de conclure avec tous les deux. Messieurs, merci de commenter cette actualité qui nous vient en direct. Vous vous rendez compte, on évoquait l'inéluctabilité de la démission de Sébastien Lecornu, qui donc était effective au bout d'une heure de discussion avec Emmanuel Macron. Antoine Oberdorf, journaliste politique à l'Opinion. Philippe Moreau-Chevrolet, consultant en communication politique. Merci à tous les deux. Et cette histoire, et Christine Bouillot, bonjour. Bonjour, et bienvenue avec vous dans Mettez-vous d'accord. J'imagine que la thématique est toute trouvée. C'est ça. Hein, oui. Pas de Premier ministre, pas de gouvernement, pas de budget. Où va la France? On va se poser la question. Cette situation politique inédite, on en parle jusqu'à midi avec nos débatteurs et avec vous, hein, comme d'habitude. Vous le savez, Jean-François, au 0826 300 300 sur Sud Radio. On attend vos appels. La démission de Sébastien Lecornu, donc ce matin, quelques heures après la nomination de son gouvernement. C'est une situation complètement inédite. Inédite et délirante, je dirais. Hein. Ce qui se passe aujourd'hui dans ce pays est absolument délirant. Merci Christine. Bonne émission à vous. Merci.